Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner à votre chaîne, de mettre un like sur cette vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Je souhaitais vous parler aujourd'hui de Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior qui a fait une recherche sur ses origines et ses origines sont dans le village Tikar, dans le royaume Tikar au Cameroun. Alors, Vinicius Junior, qui est-ce? Vinicius Junior, c'est un footballeur brésilien qui évolue au sein de l'équipe du Brésil. Vinicius Junior, c'est également l'attaquant de pointe du Real de Madrid, le Real de Madrid. Et c'est un footballeur qui, il y a quelque temps, faisait l'actualité parce qu'il était nominé pour le Ballon d'Or à cause de ses performances avec le Real Madrid lors de la Champions League. Voilà. Donc, Vinicius Junior est bien connu. Il est également il est noir, brésilien, noir. Il est également bien connu de monde du showbiz africain, si je puis dire, quand on connaît ses relations avec Jay-Z, Jay-Z qui est africain-américain. On connaît ses relations avec Pascal Siakam, qui est camerounais d'ailleurs, qui était aussi un fils de Grace Finland. On connaît ses relations avec Kylian Mbappé, qui est camerounais aussi, qui est aussi un fils du Cameroun, qui est Sawa de l'île de Djebale. Mais on connaît aussi ses relations avec d'autres stars du football ou de la musique africaine. Donc, ça veut dire qu'il s'intéresse, ce que j'ai dit à beaucoup de personnes, que je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que Vinicius Junior a eu la certitude qu'il était Tika, mais il avait déjà la certitude qu'il était africain. Quand on voit comment il essaie de tisser des relations d'amitié solides avec beaucoup de stars du sport d'origine africaine, j'ai parlé de Siakam, j'ai parlé de Ngannou, j'ai parlé de Jay-Z, je peux parler d'autres aussi. Et donc, il recherchait ses origines, voilà. Donc, ça permet de remettre sur le tapis ce qu'on appelle l'histoire des diasporas africaines. Nous autres avons grandi au Cameroun et on a été à l'école. Et je redis toujours que tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire du Cameroun est archi faux. Et c'est là que vous comprenez l'intérêt de la colonisation. Quand vous lisez les travaux de recherche sur le site, je recommande aux gens d'aller sur le site de l'université de Howard, lire les travaux de recherche, vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites par des grands professeurs ici aux États-Unis, par des gens qui bénéficient des bourses qu'on appelle des grantes pour aller à l'étranger, par des gens qui arrivent chez nous par le Peace Corps, etc. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'histoire des diasporas. Non. La colonisation a d'abord eu un but, c'était de détruire tous les archives qui étaient contenues dans nos royaumes et de nous imposer à travers l'éducation une fausse histoire. Ce qui fait que nous sommes un peu déphasés, que ce soit tous ceux qui sont à l'intérieur de nos pays sont déphasés. Mais parvenus à l'étranger, sommes allés dans les bibliothèques, nous sommes allés dans les musées. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube ici, il y a beaucoup de vidéos sur les musées. Donc on est allé dans les musées, fouiller pour essayer de voir, essayer de reconstituer notre histoire, l'histoire du continent africain. Et dans les musées, on a appris beaucoup de choses. On apprend énormément de choses. On apprend énormément de choses, je dis bien. Ça veut dire que vous apprenez l'histoire, simplement l'histoire de nos pays, celle qu'on nous a cachée en fin de compte. Donc, cette histoire-là vous permet de voir les diasporas africaines. Quand j'étais au musée des civilisations noires à Washington, j'ai fait de longues vidéos là-dessus, mais je pense que c'est passé inaperçu sur notre chaîne. C'est dommage, ça ne va pas intéresser grand monde. Pourtant, c'est là que se cache la vérité. Autrement dit, on nous a toujours fait croire que les diasporas africaines
les Africains avaient immigré par l'intermédiaire de l'esclavage. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Environ 20% des Africains ont immigré par l'intermédiaire de l'esclavage. Je ne minimise pas le mal que l'esclavage nous a fait. Mais avant l'esclavage, il y a beaucoup d'Africains qui avaient émigré librement. Les premiers migrants sur le territoire de l'Amérique du Sud, ce sont les Africains. Et en Amérique du Nord aussi, ce sont les Africains. Ça, il faut le dire. Ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Étudiez un peu l'histoire, comment Hannibal est arrivé en Russie, vous allez comprendre. Ce sont des gens qui ont émigré librement. Donc, par exemple, Hannibal a émigré, sa famille a émigré librement. Alors, on nous a fait dire, non, c'est un enfant qui avait été adopté. Non, il n'a pas été adopté là. Ce sont des familles qui étaient installées librement en Russie. Après, la politique d'extermination a eu son effet. De la même manière, beaucoup de migrants africains s'étaient installés comment vous dites ça? Beaucoup de migrants africains s'étaient installés en Amérique latine, librement. Et ce sont ces migrants africains qui étaient des ingénieurs, qui étaient des médecins, surtout des agronomes, qui ont amené avec eux donc l'expertise pour construire. Quand vous allez en Amérique latine, la construction, le modèle de construction découle de ce que vous avez en Égypte, donc les architectes égyptiens, etc., etc. Quand vous allez en Amérique latine, ou dans les États, l'Équateur, le Honduras, l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil, tous ces pays-là, vous retrouvez les traces de la civilisation africaine qui est telle qu'elle était en Égypte sur l'architecture, sur la médecine, hein, sur l'agroforesterie, sur l'agriculture. Donc vous retrouvez cette trace-là dans la pratique, dans les usages. Il faut dire que c'est parce que les premiers Africains qui étaient arrivés s'étaient implantés et faisaient bien dans l'agriculture, dans la construction, dans la médecine. Lorsque les conquistadors espagnols et portugais sont arrivés dans ces pays-là, ils ont massacré, ils ont tenté de faire un deal avec les exploitants agricoles africains qui étaient confortablement installés. Le deal n'ayant pas marché, sont passés au massacre de ces populations et ils ont remplacé par ce qu'on a appelé les latifondios, ça veut dire les grands propriétaires terriens qui avaient arraché les terres de ceux qu'ils avaient trouvés là. Et naturellement, quand ils ont arraché les terres des gens, les gens ne pouvaient pas travailler pour eux. Donc, ils ont donc entrepris d'aller dans le continent où ces gens venaient, passer un accord commercial, hélas, avec les chefs, qui sont comme les dirigeants africains d'aujourd'hui. Ça veut dire que si on revient aujourd'hui dire qu'on veut des esclaves dans un pays comme le Cameroun, Paul Biya est capable de vendre 1 million de personnes, sans que ça lui fasse froid aux yeux. S'il les massacre déjà aux nozo, c'est pas les vendre qui va les faire peur. Donc, ils ont passé des accords avec ces chefs, c'est comme ça qu'ils ont acheté, hélas, des personnes pour les transporter en Amérique latine, pour remplacer ceux à qui ils avaient arraché les terres et qui ne voulaient pas travailler pour eux. Ça, c'est la vraie histoire. Et ce qui est valable pour l'Amérique latine est valable pour l'Amérique du Nord. Donc, ça fait qu'il y a les diasporas pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme le Ghana, pour un pays comme le Bénin, pour un pays comme le Sénégal, des pays où il y a le Nigeria, hein, à l'époque, ça s'appelait le Royaume du Bénin. Il y a ce qu'on appelle les diasporas. Donc, on a déporté beaucoup de personnes Yoruba, on a déporté beaucoup de personnes Bamileke, on a déporté beaucoup de personnes Tika. Et ces déportations n'ont pas seulement pris la direction de l'Amérique, contrairement à ce qu'on croit. Elles ont aussi pris la direction de l'Inde, notamment dans l'état du Gujarat, qui sont d'origine africaine, où on retrouve des gens aussi des Grasslands, et notamment dans l'Empire ottoman, mais où là, les gens ont été castrés, en Russie, et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Grasslands, et ça, j'ai dit toujours que vous mesurez là où le djoulatisme a fait beaucoup de mal aux élites, aux Grasslands, c'est que on fabriquait une génération d'élites. Les gens qui étaient, les Ketia Cortés, les Nyandi Fendi, tous ces élites à qui on a fait un lavage de cerveau, bleaching, comme on dit en anglais, ça veut dire que on a lavé à l'eau de Javel, on a enlevé tout ce qu'il y a dans la cervelle. Oui. On leur fait croire des choses qui n'existent pas, alors que ils ont un potentiel. Ça veut dire que
on leur fait croire des choses à tel point qu'ils sont capables de venir se mettre devant les gens et dire, nous qui sommes pauvres là, quand vous discutez avec eux, mais vous avez le mal de ventre. Même pas 5 minutes, nous qui sommes pauvres là, vraiment la pauvreté, pourquoi le Seigneur nous... Alors qu'ils sont assis sur une richesse. La richesse, ce sont ces diasporas que vous retrouvez en Guadeloupe, que vous retrouvez en Martinique, que vous retrouvez en Guyane, que vous retrouvez au Suriname, que vous retrouvez dans la Caraïbe encore, dans l'extension de la Caraïbe, Trinidad et Tobago, que vous retrouvez à la Barbade, Chiriana. Je vous ai dit que quand vous allez à la Barbade, les habitants de la Barbade, ils parlent comme les Tchang au Cameroun. Ils parlent comme les Tchang au Cameroun. Ils ont même la forme. Ils sont en train de faire, eux, à leur niveau déjà, un grand travail pour pouvoir retrouver leurs origines africaines. Ce que, chez nous, les dirigeants ne veulent pas faire. Ne demandez pas à un président comme Paul Biya, qui va en France se mettre devant un parterre de personnalités internationales pour dire « J'ai voulu assimiler une partie de ma population, la population anglophone. » On a voulu les assimiler. Ne lui demandez pas de commencer à faire des recherches. Surtout qu'il sait que les recherches sur les diasporas vont conduire à l'augmentation de la population des grasslands. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, la recherche universitaire que Obama a massivement financée a fait un travail formidable qu'il faut lire. Malheureusement encore, quand vous postez ça, je ne poste plus parce que quand vous postez ça sur Facebook, il y a des gens qui viennent insulter, mais on a compris le jeu. Ça, en fait, ça veut dire que c'est des gens qui, par exemple, vont s'appeler Oona, mais qui créent un profil qui s'appelle Camdem. Et quand vous postez, ils insultent massivement pour pouvoir faire peur aux gens. C'est pour ça que nous bloquons aussi beaucoup de personnes. Parce qu'on a compris la manœuvre. Donc, quand on les bloque, ça les fait mal. Hein, quelqu'un s'en est pris à moi hier parce que il dit qu'il m'a bloqué. Non, c'est moi qui l'ai bloqué. Donc, il m'a insulté copieusement parce qu'on a commencé à les bloquer, parce qu'on a compris qu'ils utilisent des faux profils pour faire peur, pour troller ce que nous faisons sur la toile. Il faut que ce soit bien clair. Il y a les diasporas, les populations Mbo du Cameroun, qui sont des grasslands et non pas du littoral Sawa. Je dis bien des grasslands. L'histoire existe. Parce que les gens qui disent aujourd'hui les Mbo sont les Sawa, l'histoire existe. Dans les années 600 après Jésus-Christ, sur le calendrier judéo-chrétien, 600, les Mbo immigraient à travers des embarcations qu'on appelait Nguzu. Et ils naviguaient pour aller en Amérique latine, ils naviguaient pour aller surtout dans l'Océanie. Et quand vous arrivez dans l'Océanie, vous retrouvez les traces. Les peintures, par exemple, du français Paul Gauguin, ne sont pas des peintures de Paul Gauguin. Les peintures de Paul Gauguin sont les peintures rupestres et les peintures que les peuples Mbo avaient fait pour matérialiser leur histoire. Mais ça, comme on a coupé le lien entre les diasporas et leurs ancêtres à l'origine, les populations Mbo du Cameroun ne savent pas qu'ils peuvent réclamer et intenter une action en justice et réclamer tous les bénéfices, par exemple, et mettre dans une fondation pour leur développement. La colonisation a fait un travail de déphasage total. Donc, le fait que Vinicius Junior recherche ses origines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'aujourd'hui au Brésil, ils ont mis en place, si vous allez sur place, vous allez dans les Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il y a quelque chose qui vous marque. Dans chaque ville, dans chaque grande ville, on va dire, ça veut dire que dans toutes les villes qui ont plus de 500 000 habitants, il y a un musée. Ça, c'est important. Il y a un musée. Je ne parle pas de ce qu'on est en train de faire dans les Bamboutos, où les gens viennent nous dire le musée des jumeaux, Abba Mesenge, le musée des jumeaux, le musée de ceci, de cela. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous faites un musée pour reconstituer votre histoire. Moi, j'ai vu le chef Tanefo, là, qui dit, oui, ben ça, là, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ça et les microprocesseurs? Mais oui, Sa Majesté Tanefo. Il y a un lien entre ça et les microprocesseurs. Lui, il perçoit ça. Mais maintenant, il faut que la recherche travaille pour arriver à identifier. Parce que, mon cher roi, les mathématiques, c'est nous qui les avons inventées. Il faudrait qu'un jour on le dise. Les tresses des femmes, c'était les mathématiques, ça permettait de sauvegarder ce qu'on appelle dans le jargon les mathématiques fractales. Et les gens qui se sont assis pour promouvoir les greffes,
les défrisages, tout ça, c'est pour tuer les mathématiques fractales qui sont d'origine africaine. Il y a une guerre qui nous est livrée dans certains siècles. Mais l'élite africaine ne voit pas ça. Parce que en face, on leur a réussi à leur mettre le cerveau dans les bouteilles de ruinard, de champagne, de vin rouge, les grosses voitures, les costumes et le bavardage et l'arrogance. Nous avons les diasporas. Quand vous allez en Amérique latine, vous voyez dans chaque grande ville, il y a les musées. Et dans ces musées aujourd'hui, ils arrivent à reconstituer leur histoire. Ça peut être les archives des familles. Vous avez des gens qui ont gardé les archives sur 5 siècles. Ça veut dire un vêtement. Ça veut dire un vêtement. Parce que sur un vêtement, on peut prélever l'ADN. Comment vous pensez quand on dit que Vinicius Junior est Tika? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans lui une pièce d'identité que personne ne peut changer. Ça s'appelle l'ADN. Or, aujourd'hui en Amérique latine, qu'est-ce qu'on fait? On ressort les vêtements que les gens ont portés il y a je ne sais pas combien de siècles. On ressort des articles qu'ils ont touchés, manipulés. On ressort les corps momifiés. On ressort les peintures rupestres. N'oubliez pas que les Incas et les Mayas avaient été initiés à la momification par les médecins qui étaient arrivés d'Afrique, qui étaient en Égypte. Donc, si vous allez en Amérique latine, vous retrouvez encore des corps momifiés. Et sur ces corps momifiés, on prélève l'ADN. Quand on prélève l'ADN, on vient au Cameroun et les Américains ont conduit une recherche, des paléontologues et des archéologues de l'Université de Chicago, ont conduit une recherche au cimetière de Shumlaka, à côté de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Parce que c'était un cimetière où on enterrait une sorte de panthéon, où on enterrait les dignitaires, venus de tous les Grasslands. Quand ils mouraient, c'était le panthéon. Et quand on fait dans ces recherches-là, on croise les données sur l'ADN qu'on peut prélever sur les corps momifiés, les tissus, les objets, les tableaux qu'on a dessinés, etc., dans les musées. On arrive à constituer une population d'ADN. C'est pas compliqué. Vous prenez une feuille SQL. Donc, vous faites un query. Rapidement, vous arrivez à croiser, rapidement, comment on appelle ça? SQL. On appelle ça en anglais SQL. J'ai oublié comment on appelle ça encore en français. Ça m'échappe un peu. Donc, rapidement, vous faites un query. Rapidement, vous arrivez à croiser et à reconstituer les données et à rapprocher les données les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous rapprochez les données les uns des autres. Et ces données que vous rapprochez les uns des autres, ça vous permet très rapidement d'identifier, rapprocher les ADN et de comprendre que tel qui porte tel génome, sa source est à tel endroit. Tel qui porte tel génome, sa source est à tel endroit. C'est comme ça qu'on retrouve l'origine de Vinicius Junior. Parce que les gens vont se dire non, c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Mais l'unique endroit où ce travail n'a pas été fait ou n'est pas fait, c'est chez nous en Afrique. C'est pour ça qu'on m'avait vu soutenir l'initiative de Route des Chefferies, parce que c'est le début de ce travail-là. En rénovant le musée de l'esclavage de Bangou, en construisant un centre d'art culturel et de tourisme, etc. C'est le début de ce travail-là. Et donc, c'est ce travail qui constitue à ce que Vinicius Junior retrouve ses origines dans la zone Tika. Ce n'est pas une blague du tout. Je dis bien que des paléontologues, des archéologues américains ont conduit une recherche dans le cimetière de Shumlaka, dans la région du nord-ouest du Cameroun, où ils ont prélevé l'ADN. C'était une sorte de panthéon, on enterrait beaucoup de dignitaires. Et dans les royaumes, les endroits où on a enterré des rois, beaucoup de cimetières, parce que vous savez qu'on enterre les gens à côté des maisons, ils ont prélevé beaucoup d'ADN, donc ils ont constitué une base de données, et ils vont en Amérique latine également, ils prélèvent les ADN, même des descendants, etc. Et rapidement, quand on met ça dans une base de données, quand on vous fait une prise de sang, de salive ou de sueur, on peut récupérer votre ADN et très rapidement, quand on met dans une base de données, comme on dit, on plug, la base de données dit, ce monsieur, voici où il y a ses origines. Et ça ne trompe pas. C'est 100% vrai. C'est comme ça que Vinicius Junior retrouve ses origines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que nous autres, nous devons reconstituer le travail de mémoire
dans nos familles. Nous ne devons pas jeter les photos. Nous ne devons pas jeter les vêtements qu'ont portés nos aïeux. Nous ne devons pas jeter les choses qu'ils ont utilisées. Nous ne devons pas détruire les cases, etc., 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 etc. Moi, j'ai jamais cru que le culte des crânes chez les Bamileke, c'était qu'ils adoraient les crânes. Non, pas du tout. C'était qu'ils mettaient les crânes à côté pour ne pas, parce qu'ils savaient que à travers les crânes, on pouvait reconstituer leur histoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose. C'est que c'est les techniques qu'ils ont amenées d'Égypte. Parce qu'en Égypte, on n'enterrait pas les morts, on les momifiait. Donc, surtout les personnalités, on les momifiait et on gardait leurs dépouilles. Aujourd'hui, ça permet d'écrire l'histoire. C'était quand même des gens qui avaient une vision. Donc, c'est comme ça que Vinicius Junior retrouve. Il retrouve dans le royaume Tika, donc c'est le royaume Tika. Alors, pourquoi le royaume Tika? Les gens doivent comprendre une chose, le Cameroun n'existait pas. Là encore, c'est une fausse histoire. Or, le Cameroun aurait été découvert par un Portugais, il a appelé ça Camaroès. Mais ça, c'est le conte de Aladdin et la lampe mystérieuse. Ça n'existe pas. C'est une fabrication, c'est un conte. Ça n'existe pas. Le Cameroun existait déjà. Quand vous regardez, j'ai déjà posté ça sur ma page Facebook, Élisée Yonta. Vous pouvez aller la voir. Je m'étais rendu dans un musée où un grand mécène noir américain a récupéré les travaux de recherche de l'université de Northwestern. Il a constitué un musée. Et quand vous arrivez dans ce musée, vous voyez bien l'histoire des grands royaumes. Ça veut dire que la photographie de l'Afrique en l'an 600. Donc, vous avez le royaume de Biafra, vous avez le royaume du Bénin, vous avez le royaume de la Nubie, vous avez le royaume du Mali, vous avez le royaume de l'Éthiopie, etc., etc. Il y avait des grands royaumes. Et le Cameroun, là, la carte du Cameroun, les 795 km² qu'ils ont saucissonnés là, ça portait bien un nom. Ça s'appelait le royaume du Biafra. Et c'était habité par des gens qui étaient les gens des grâces filantes. Après, comment est-ce qu'on est arrivé à aujourd'hui? Ça, c'est une longue histoire. On refera un autre direct dessus. Et donc, dans ce royaume-là, ils ont subi beaucoup de guerres, beaucoup de guerres. Ils ont été attaqués par les Ottomans, ils ont été attaqués par les Peuls Fulani, qui étaient les alliés des Ottomans. Ils ont été attaqués, bombardés par les Européens, etc. Donc, il y a eu beaucoup de déportations. Beaucoup de déportations. Déjà dans les années 600, hein. Dans les années 600, c'était dans les années 600, c'était l'immigration légale, choisie. Voilà. Après, plus tard, je crois, on peut dire environ 8 siècles plus tard, il y a eu donc la colonisation où les gens ont été transportés, pas vendus, pas vraiment, mais arrêtés comme prisonniers de guerre et puis transportés, vendus en esclavage pour aller travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton, de tout ce que vous voulez en Amérique latine et en Amérique du Nord. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé notre histoire. Et on a prélevé, hélas, beaucoup dans le royaume du Biafra. Et le royaume du Biafra, on l'a saucissonné, donc on a envoyé partie dans le royaume du Bénin. Il y a encore là aussi les recherches ici. Vous voyez bien, c'était des deals. On disait, bon, si vous, le royaume du Bénin, vous nous soutenez, au moment où on va les vaincre, on va vous donner une partie de ce territoire, etc., 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 etc. Ce sont des deals, voilà, qui sont faits, qui ont laissé de leur empreinte, qui ont fait partie des diasporas. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'abord deux choses. Avant même la question, une chose d'abord. C'est que le fait que les gens comme les Vinicius Junior retrouvent leur origine dans le royaume Tika, ça fait tomber la thèse de autochtone allogène. On s'aperçoit que cette histoire d'autochtone allogène, c'est quelque chose qui a été créé par les colons français pour réduire le champ de possibilités des... Vous ne pouvez pas comprendre que des gens qui jusqu'aujourd'hui ne font pas 1 million d'habitants sont installés sur une région qui fait 120 000 km² et des gens qui font déjà 24 millions d'habitants à l'intérieur du Cameroun sont installés sur une région qui fait moins de 20 000 km². Tout ça, c'est le travail de l'administration coloniale et qui ont procédé à cela pour cibler les populations qui voulaient affaiblir. Et c'est eux qui n'ont cessé jusqu'aujourd'hui. Tous les textes de autochtone allogène sont écrits par des juristes français. Tout le corpus de loi qui a administratif et tout ce que vous voulez, qui a créé l'affaire de autochtone allogène au Cameroun, c'est une rédaction
des juristes français. Et il dit seulement à Paul Biya, voilà, tu passes ça par ordonnance, ou bien tu passes ça par un décret de loi et tu institutionnalises ça. Alors, au toton allogène, ça veut dire que si toi, tu étais, tes grands-parents étaient installés à Kumba, tu ne peux pas y retourner parce qu'il y a une loi qui dit que le découpage administratif de Kumba, c'est pour le Bakweri qui était loin à Limbe et à Boyala, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle Kumba, que donc c'est pour lui, et que toi, parce que tu t'appellerais Kamdem et que que Kamdem dans le découpage, c'est Bafoussam, tu ne peux pas aller t'installer à Kumba parce que ce serait une affaire d'autochtone allogène. On appelle ça en anglais containment rule. Donc, le fait que Vinicius retrouve ses origines dans les Grasslands fait tomber la thème de l'autochtone et de l'allogène. Pourquoi? Parce que vous voyez des gens qui vous disent qu'ils étaient des autochtones. Un autochtone, c'est le premier occupant d'une terre. Mais quand on fait les recherches sur les personnes qui sont parties, on n'en retrouve aucun qui sont originaires de là où ils revendiquent le territoire. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là. Parce que je vous ai expliqué comment ça se passe. On vient prélever dans les cimetières. J'avais posé d'ailleurs la question à Elie Milobin de me montrer un seul cimetière où on peut prélever un ADN des personnes autochtones là dont il parle et qui date de plus de 200 ans. De 300 ans, disons. On va dire ça comme ça. Qui nous montre un seul cimetière où on peut prélever l'ADN de ces personnes qui datent de plus de 300 ans. Ça n'existe pas. En revanche, quand vous prenez les royaumes Tika, quand vous entrez dans le royaume Tika, vous voyez qui gouvernaient déjà avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. Ça veut dire que les royaumes Tika, ils sont installés là depuis plus d'un millénaire, depuis plus de 1000 ans. Ils existent là. Ça, c'est le trafic de l'histoire. Et je pense que le prochain président, après Paul Biya, va devoir corriger ça. Et c'est pour ça qu'il faut que la France dégage, parce qu'elle fout le bordel partout en Afrique. Vous allez voir que les pays qui ont foutu la France dehors vont se développer très rapidement parce que c'est elle qui n'a cessé de foutre le bordel partout dans les pays africains. Avec des choses comme ça. Autochtones allogènes, contenir les populations, créer ceci, réprimer, etc. etc. Au Cameroun, la question du nozo, c'est la France qui fout le bordel. Entendu, élu ici aux États-Unis, au Capitole. Il n'y a pas meilleur endroit. Hein? Il y a ça. Non, ça fait effondrer la thèse de l'autonomie. Deuxièmement, ça révèle le potentiel touristique des Grasslands. Je l'ai toujours dit. Hein? Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire que le potentiel touristique, on fera une présentation sur le potentiel touristique des Grasslands. Hein? Ça veut dire que si dans les Grasslands, et je l'ai toujours dit, les élites se battent, quand vous avez un territoire qui est enclavé, ça veut dire que le nord-ouest, l'ouest, bon, le sud-ouest a l'accès à la mer. Mais quand vous avez un territoire qui est enclavé, je dis bien, enclavé, je dis bien, quand vous avez un territoire qui est enclavé, ça veut dire qu'il n'a pas d'accès à la mer. Et quand vous fermez l'aéroport, c'est comme si on vous a mis sous embargo. Quand on veut affaiblir un État ici dehors, qu'est-ce qu'on fait? On lui prend des sanctions, on le met sous embargo. Autrement dit, depuis l'indépendance, les régions du nord-ouest, de l'ouest sont sous embargo. Et non pas d'aéroport international. Le jour où on ouvre l'aéroport international de Bamenda aux vols internationaux, on ouvre l'aéroport international de Bafoussam aux vols internationaux, on construit d'autres aéroports internationaux dans les Grasslands. Ça peut être à Kumba, aux vols internationaux. La conséquence de ça, au Kumba, parce qu'à Kumba, on peut construire une route qui va jusqu'à Fontaine-Chang, Bouddha, Bafoussam, etc. Vous avez la route bitumée. On peut construire une autre route qui prend la ring road pour aller jusqu'à Bamenda. Voilà, ça permet que vous avez un aéroport international, un grand aéroport de trafic de passagers et de marchandises, cargo. La conséquence d'une telle décision, c'est que vous allez voir arriver les diasporas qui vont venir rechercher leurs origines. Le Ghana a pris une grande longueur d'avance. Ça leur permet d'attirer plus de 2 millions de touristes par an. Je rappelle que la France, que nous magnifions tant,
attire peut-être 2-4 millions de touristes par an. Or, les études disponibles, les grâces filantes, ce que nous appelons les grâces filantes, les grâces filantes, j'ai déjà expliqué ce qu'on appelle les grâces filantes, c'est un potentiel de 200 millions de personnes dans les diasporas. Et si 10% de ces personnes dans les diasporas, ça veut dire que les gens qui ont commencé à émigrer par vagues successives et leurs descendants, plus de 200 millions de personnes. D'autres études parlent de 300 millions. D'autres études parlent d'un demi-milliard. Parce que si vous prenez ceux qui sont partis en Amérique latine, ceux qui sont partis en Amérique, ceux qui sont partis au Moyen-Orient, ceux qui sont partis en Inde, dans le Gujarat, etc., ceux qui sont partis en Asie, qui recherchent l'ADN, vous avez des Japonais ici aux États-Unis qui ont fait leur test ADN et qui ont retrouvé leurs origines dans les grâces filantes. Je ne vous mens pas. Donc, le jour où on met une vraie politique pour tracter ces gens et les commencer à dire venez en vacances, vous verrez que dans les grâces filantes, on pourra attirer 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 millions de touristes. 200 millions, c'est 5%. Les populations en Amérique du Nord, du Sud et de la Caraïbe revendiquent à peu près 200 millions de personnes parties des grâces filantes qui ont retrouvé leurs origines. Le jour où ces personnes commencent à venir en vacances, à 5%, ça fait 10 millions. Vous savez, si vous mettez 10 millions de personnes, calculez vous-même. Et que chaque personne qui arrive laisse 5 000 $. Calculez vous-même. 5 000 $ par 1 million, ça fait 5 milliards de dollars. Ça fait 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA. Non, je me trompe. 5 000 $ multiplié par 10 millions. 5 000 $ multiplié par 1 million, ça fait 5 milliards de dollars. Multiplié par 10, ça fait 50 milliards de dollars. Ça fait 30 000 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut du Cameroun. Entre les billets d'avion, les chambres d'hôtel, la nourriture, etc., les objets souvenirs. Rien que ça pourrait permettre aux Grassland de dire, on n'est plus dans, on essaie dans l'agriculture, mais on est aussi dans l'hôtellerie, le transport, le blanchiment, etc., etc., etc. Mais nos élites, ils ne pensent pas ça. Quand vous voulez discuter avec eux, non, laisse-moi ça. Il y a les marchés, il y a les marchés. Il y a les marchés, le marché. Je vais gagner un marché là, Yaoundé, je vais gagner un marché. Ça ne peut jamais se développer. Mais ça interpelle aussi les nouvelles générations. Ça interpelle aussi les nouvelles générations. Nous devons avoir le courage, comme font les Ousmane Sonko au Sénégal, de créer une rupture avec l'ancienne génération. Parce que la génération que nous avons héritée des colons là, de Odjoula en 60, c'est les gens à qui, je dis bien, on a fait un lavage de cerveau. On appelle ça bleaching. Ce n'est même pas brainwash, bleaching. Ça veut dire qu'on met la javel et on enlève tout. Il n'y a plus rien dans la tête. Les diasporas, grâce filante, en Amérique du Nord, les diasporas, c'est 200 millions de personnes. Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique du Sud. 200 millions de personnes. Si on avait une politique comme fait le Ghana, qui donne des passeports, qui donne fait des cérémonies de naturalisation, peut-être que l'État du Cameroun ne va pas faire ça pour l'instant, mais nos rois auraient pu se réunir, dire voilà, vous pouvez venir célébrer des mariages dans la tradition, avec tout la tradition, le folklore, retrouver l'origine de vos ancêtres. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire au niveau des institutions de tourisme. Mais dans nos villages, le débat n'est pas possible. Les gens sont tellement élevés. Vous allez approcher une élite. Ah, pourquoi vous parlez seulement depuis loin là-bas? Vous ne pouvez pas venir faire. Et bon, quand tu arrives, c'est lui qui est le premier à courir pour aller dire au préfet, attention, ce sont les opposants. Hein, c'est nous qui devons faire cette affaire. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça donne même envie de pleurer, quoi, parfois. On se demande c'est quelle malchance. Mais nous ne devons pas baisser les bras. La situation de Vinicius révèle une chose. Nous avons un énorme potentiel dans les grâces filantes. Nous avons un énorme potentiel dans nos régions. Nous avons un énorme potentiel que nous devons exploiter. C'est pour ça que je faisais cette vidéo. Voilà. Ce n'est pas simplement une affaire de ballon parce que Vinicius a retrouvé ses origines dans la zone Tika. Mais ça doit nous parler. Nous avons un potentiel touristique énorme qui n'est pas exploité. Et que nous devons exploiter. Nous avons un potentiel. Nos rois n'ont pas besoin du ministère du Tourisme pour mettre en place une carte d'identité, un passeport grâce filante, symbolique, pour dire, voilà, venez célébrer vos mariages dans nos chefferies traditionnelles.
Par exemple, ceux qui peuvent l'investir, venez investir, construisez un hôtel, construisez des résidences, etc. Mettez en place un système. Et surtout, demandez au gouvernement d'ouvrir les aéroports de Bamenda et de Delta Airlines avec $1000. Fais un vol direct jusqu'à Lagos. À partir de Lagos, c'est 45 minutes pour atterrir à Bamenda ou à Bafoussam. À partir de ce moment, les gens peuvent venir rapidement dans nos endroits, faire du tourisme, retrouver leurs origines, être citoyen de telle région, citoyen de Bamungum, citoyen de Bangang, citoyen de Babajou, citoyen de Bacha, citoyen de Bana, citoyen de Fokwe, citoyen de Foreke, citoyen de Bafou, citoyen de Penka Michel, citoyen de Koptamo, citoyen etc., etc., etc. Ça se structure. Et c'est l'ensemble de ces activités qui peut bénéficier si c'est fait de manière inclusive, si c'est même pas fait de manière de prédation, de captation par une élite proche du parti au pouvoir. Mais si c'est fait de manière inclusive, les revenus, ça profite à tout le monde. Ça crée des emplois dans le transport, ça crée des emplois dans l'hébergement, ça crée des emplois dans la restauration, ça crée des emplois dans les guides touristiques, ça crée, etc., etc. Ça fait beaucoup d'emplois. Voilà. Je ferai une autre vidéo à la suite de celle-ci parce que les nouvelles sont bonnes. Le tourisme progresse dans les Grassfields. Les Grassfields sont devenus la première destination touristique de la CEMAC. Donc, on en reparlera. J'ai sollicité un des experts en question de tourisme du Cameroun. Il n'a pas répondu. Je comprends. Il y a la peur. Les gens qui vivent au Cameroun vivent sous la peur, la terreur. Mais ce n'est pas grave. On fera une présentation pour en parler. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse recommander notre vidéo à un maximum de personnes. Partagez la vidéo sur votre mur. Abonnez-vous à notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye.